Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, édition spéciale. Ce soir, en ce mercredi 31 mars, Emmanuel Macron va s'exprimer à 20h. Vous pourrez suivre son allocution en direct sur les antennes d'Azur TV. Cette question, donc, dans cette première partie, quelles mesures va-t-il prendre? Fermeture des écoles, confinement généralisé, le confinement qui s'applique dans les Alpes-Maritimes, appliqué au Var, aux Bouches-du-Rhône et au reste de la France. Toutes les options sont ouvertes. On a quelques informations, on en parlera avec Éric Revel dans un instant. On se concentrera aussi sur la question des écoles parce que depuis ce matin, il se murmure qu'elles pourraient fermer partout en France et nous verrons que pour les familles dans les Alpes-Maritimes, c'est compliqué. Les Alpes-Maritimes où le protocole est renforcé. On vous le rappelle, un cas dans une classe, fermeture immédiate. Nous irons à la Gaude où les familles ont beaucoup de mal à gérer. Voilà pour le sommaire. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Alors évidemment dans ce grand direct, tous nos invités, il y en a beaucoup ce soir. On retrouvera Patrick Roger de Sud Radio, Guilhem Ricavi de la Provence, nos éditorialistes, des maires, des élus, des médecins aussi qui vont venir nous donner leur avis. On s'interrompra à 19h30, rendez-vous avec votre JT Région et puis nous reprendrons l'antenne à 19h55 pour laisser place au président à 20h et puis après son allocution, nous analyserons, nous décrypterons avec nos invités là aussi. Éric, avant de rejoindre Emmanuel Trigo pour les professeurs et la députée du Var, Valérie Gomez-Bassac, députée En Marche, quelles sont les dernières informations dont nous disposons? Est-ce que on sait ce qui va se passer? Alors non, on ne sait pas ce qui va se passer parce qu'on sait que le chef de l'État jusqu'au dernier moment peut changer, sinon de position, en tout cas de mesure. Alors ce matin, on était plutôt sur 3 hypothèses, mais qui ont évolué dans la journée. Les 3 hypothèses de ce matin, c'était des annonces qui pourraient toucher le transfert des malades, vous savez, pour alléger la pression des hôpitaux sur le territoire, sans forcément le consentement de la famille. On était plutôt sur un reconfinement strict des départements les plus touchés. Le problème, c'est qu'on l'a vu encore hier soir, le nombre de départements de plus en plus touchés, eh ben, ce nombre-là ne cesse de grandir. Et puis, troisième hypothèse qui était sur la table ce matin, c'était pourquoi pas un reconfinement général du pays. Alors ce soir, BFM indique que 2 options sont sur la table. La première, ce serait un reconfinement hybride pour l'ensemble du territoire. Hybride, c'est-à-dire un peu ce que nous vivons en ce moment dans les Alpes-Maritimes, vous le rappeliez Nicolas, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut jusqu'au moment du couvre-feu à 19h, tout ça dans un rayon de 10 km autour de chez soi. Et puis deuxième hypothèse sur la table, ça serait la fermeture des écoles, de toutes les écoles, 4 semaines au moins, 1 semaine de cours distanciels, plus 1 semaine de rallonge de vacances, ça ferait 4 semaines en tout, parce que comme vous le savez, les vacances de Pâques en général, c'est 15 jours. Bonsoir Valérie Gomez-Bassac, députée de La République En Marche du Var, par ailleurs porte-parole de la majorité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Emmanuel Trigo, professeur des écoles, secrétaire général de la FSU. Dans le même département du Var, peut-être que pour une fois on va vous mettre d'accord sur la question de la fermeture des écoles. D'abord, peut-être vous, Madame la députée, c'est ce qui se murmure. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne option, fermer les écoles pour lutter contre la Covid-19 ? Alors pour une fois, me mettre d'accord, je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas été en désaccord avec ce monsieur, mais est-ce que c'est la bonne solution? En tout cas, c'est une solution qu'il faut envisager. Donc moi, ça me désole un peu de fermer les écoles, même si je comprends l'inquiétude des enseignants et puis l'inquiétude des parents d'élèves également. C'est vraiment, on l'avait dit, ce serait la dernière mesure à prendre s'il fallait prendre des mesures plus restrictives pour lutter contre la pandémie. Bon, il est possible que nous y soyons et c'est dans les solutions envisagées ce soir. Donc c'est une bonne solution si, dans le même temps, on arrive à augmenter la vaccination. C'est toujours la même problématique et vacciner les enseignants qui deviendraient aussi prioritaires. Ça serait pour moi une bonne option. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y a deux options sur la table, un confinement hybride ou la fermeture des écoles. Ça peut être et aussi. Oui, je n'ai pas d'informations, attention, mais ça peut être et, c'est-à-dire que ça pourrait être en effet un mélange des deux mesures. Emmanuel Trigo, vous avez déjà exprimé sur cette antenne votre avis plutôt favorable à la fermeture des écoles. Vous êtes toujours sur cette ligne-là. Et est-ce que ça prend cette direction-là? Est-ce que vous êtes prêt? Écoutez, à la FSU, on n'est pas favorable à une fermeture des écoles comme ça. Je pense que... Non, mais conditionné à la vaccination. Voilà, j'ai besoin de rappeler rapidement que nous, en ce qui nous concerne, on considère que les écoles auraient pu rester ouvertes, pourraient rester ouvertes.
moyennant un engagement sérieux de ce gouvernement en matière de moyens, puisque le protocole sanitaire, enfin les différents protocoles sanitaires qui nous ont été présentés nécessitent, pour être efficaces, des moyens humains considérablement augmentés, ce qui n'a pas été le cas. Ça fait d'ailleurs plusieurs semaines qu'on tire la sonnette d'alarme là-dessus. On n'oublie pas que le confinement de 2020 a eu des conséquences désastreuses pour un certain nombre de familles dont on accueille les élèves dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Vous savez qu'on a un certain nombre de familles défavorisées malheureusement, pour lesquelles le repas du midi, par exemple, se passe à la cantine et à la maison, il n'y a plus grand-chose. Donc on a tiré un bilan social assez difficile et assez compliqué du premier confinement. Et si les écoles devaient fermer, ce serait quand même un constat d'échec pour tout le monde. Valérie Gomez-Bassac, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et on va le voir dans quelques instants, il y a la question des familles aussi. Dans les Alpes-Maritimes, on voit que c'est compliqué pour elles de gérer la fermeture des classes. Alors, j'entends les demandes qui sont faites. Alors, il y a eu aussi, en effet, une problématique de personnel, c'est-à-dire qu'il y a eu 2000 contractuels en plus sur le lycée, 2000 contractuels en plus sur le collège, à 100 personnes près, mais je crois que c'était à peu près ça pour essayer de faire leur remplacement, mais ça devient difficile. Et c'est vrai que pour nettoyer les salles, nettoyer le matériel, etc., il faudrait encore plus de personnel. Bon, et c'est difficilement gérable, mais bon, vous parlez du côté des enseignants, et je comprends encore une fois leurs craintes, et je pense qu'ils devraient faire partie des personnes prioritaires maintenant pour être vaccinées, maintenant que les personnes les plus vulnérables l'ont été. Moi, je suis assez d'accord avec les choix qui ont été faits par mon gouvernement. Bon, maintenant, voilà, il y a des professions comme celle-là, et ce n'est pas la seule d'ailleurs. Je pourrais en dire autant des policiers, des caissières, des pompiers, où là, vraiment, il faudrait vacciner davantage. Mais pour moi, ce n'est pas un constat d'échec, parce que je ne dis pas que tout a été bien fait, que toutes les bonnes décisions ont été prises. Il faudra, après la crise, voir ce qui a été bien ou pas bien. Il faut aussi se comparer aux autres. On est un des seuls pays d'Europe, et même, je dirais presque mondial, qui a pu garder autant les écoles ouvertes et qu'il n'y a eu que 12 semaines de fermeture. Donc, un constat d'échec par rapport à quoi? Pas par rapport aux autres, en tout cas par rapport aux écoles, en tout cas. Donc, il faudra mesurer tout ça après, faire preuve d'humilité. On est face à un virus, on est face maintenant à un virus qui mute et qui nécessite des décisions politiques qui s'adaptent au fur et à mesure. Donc, évidemment, ce sont des choix difficiles, et je pense que ce soir, le président de la République, en responsabilité, prendra les décisions qui s'imposent. Mais Valérie Gomez-Bassac, quand même, deux questions. Alors, on ne va pas tirer de plan sur la comète, bien sûr. On va attendre les annonces du chef de l'État. Mais enfin, s'il parle ce soir, c'est que ces mesures vont être appliquées dans la foulée, sans doute dès la fin de la semaine. Mais s'il y a fermeture des écoles et prolongement des vacances scolaires, ça pose un double problème. Bon, pour les enseignants, on l'a entendu, mais surtout pour les parents qui travaillent. Comment se retourner, faire garder ses enfants, comment aller soi-même au travail, et comment partir en vacances si on doit rester confiné dans une zone de 10 km? Alors évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous donner les réponses ce soir, si ce n'est peut-être pour la garde des enfants, parce que là, l'information que nous avons, c'est quand même que tout serait fait pour que l'employeur puisse favoriser le télétravail. Si le télétravail n'est pas possible, il y aura une possibilité pour les parents de prendre des jours qui seront indemnisés pour garder les enfants. Emmanuel Trigot, si d'aventure le président annonce la fermeture des écoles pour 4 semaines, quelles mesures d'accompagnement vous souhaitez qu'il propose pour assurer la continuité pédagogique notamment? Alors, tout d'abord, le problème qui se pose, c'est qu'en écoutant Madame la députée, j'ai l'impression d'être revenu au printemps 2020. C'est-à-dire que depuis un an, il n'a pas été fait de bilan sur la fermeture des écoles, les conséquences matérielles que ça avait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est amené à fermer les écoles, on est dans l'incapacité d'anticiper la situation, alors qu'on a identifié un certain nombre de problèmes en mars et avril dernier, notamment en termes d'équipement de certaines familles, en termes de connexion, en termes de matériel, et on n'a pas tiré de bilan de ça. C'est-à-dire qu'on repart sur une copie blanche avec les mêmes débats, comment vont faire les parents, et si ça ferme vendredi, comment on fait? Une situation qui n'a pas été anticipée, une situation dans laquelle on n'a pas associé les gens qui sont sur le terrain. Là, aujourd'hui, on discute sur des hypothèses. On a des enseignants, et il n'y a pas que, il y a aussi des personnels non enseignants qui font un travail remarquable et qui, dans des conditions très difficiles, et qui ont des élus en comité hygiène et sécurité et conditions de travail qui sont complètement ignorés. Aujourd'hui, si on veut anticiper les situations, on en est réduit à regarder BFM. Enfin, c'est quand même un mode de communication et une méthode de travail
qui est déplorable, et ça fait 1 an que ça dure, alors qu'on aurait pu tirer les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière, on aurait pu anticiper, on aurait pu prévoir différentes possibilités, différents scénarios, et on se retrouve en mars 2021 à avoir les mêmes discussions qu'en mars 2020. Donc je le répète, c'est malheureusement, et c'est vraiment malheureux, un constat d'échec pour ce gouvernement-là sur ce dossier-là. Je donne la parole à Éric, mais juste, Valérie Gomez-Bassac, une petite réaction à ça quand même. On n'a pas tiré les leçons des 2 précédents confinements ? Pardon, là, c'est une réaction purement politique et je le regrette parce que je fais le tour de mes classes et de mes écoles sur le terrain et j'entends pas les mêmes critiques. C'est difficile pour les enseignants, ça c'est certain. La visio, c'est compliqué et pour les enseignants et pour les parents et pour les enfants. Maintenant, comparé il y a 1 an à aujourd'hui, alors c'est vraiment pas d'actualité. Là, on parle d'une fermeture de 10 jours, on parle pas d'une fermeture de 2 mois ou de 3 mois. On parle d'une vaccination en même temps, donc d'une reprise normale après, ou peut-être 1 mois de vacances et puis prolongé après sur le mois de juillet. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de concertation, de consultation, on ne sait même pas ce qui va être annoncé. Donc ça, vous pourrez le dire après, en fonction des décisions qui sont prises. Bon, merci à tous les 2. En tout cas, merci. Emmanuel Trigaud d'avoir accepté notre invitation, professeur des écoles et secrétaire général de la FSU dans le Var. Merci également à vous, Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. On va poursuivre ce grand direct avec un reportage illustratif. On va regarder dans les faits comment ça se passe quand on ferme les écoles et que la décision est prise un petit peu au pied du mur. C'est ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes actuellement. Le protocole Covid est renforcé. Un enfant positif, la classe ferme, et ce pour 1 semaine. L'enfant, lui, doit rester isolé 10 jours. Vous allez le voir à la Gaude, pour cette famille, c'est pas évident de gérer donc la garde des enfants. Sarah est la maman de Lohan, élève en moyenne et grande section de maternelle. Elle est aussi la mère d'un bébé de 6 mois, à la recherche d'un emploi et prépare dans le même temps un concours. Autant dire que la fermeture de la classe de l'aîné, après la détection d'un cas de Covid, tombe plutôt très mal. Je suis en pleine préparation de mes CV, lettres de motivation, etc. Le bébé est malade, Lohan en plus à la maison. Il faut lui porter de l'attention parce que sinon il s'ennuie. Donc c'est super compliqué. Papa qui travaille aussi, il est bien obligé de travailler, donc il ne peut pas trop me seconder pendant la journée. À toi, Paul. Sarah peut néanmoins compter sur Élodie, son amie et également la représentante des parents d'élèves de l'école maternelle de La Baronne, située à La Gaude. Ces 2 enfants sont également concernés. Elles s'organisent donc toutes les 2 pour assurer la garde durant la journée. Là, on fait le jeu du loup. C'est très bien. On découvre un nouveau jeu. Donc oui, parce que nous, dès que l'école a fermé, j'ai envoyé un message à Sarah pour lui dire dans la semaine, on s'organise quand même une sortie parce que c'est quand même important pour les enfants qui ne vivent pas cette frustration. Et ensuite, on fait des petits travaux de l'école pour pas quand même couper la continuité pédagogique. La maternelle de La Gaude compte une 60aine d'enfants répartis en 2 classes. Le maire de la commune, Bruno Bettati, a appris par la directrice la fermeture de l'établissement lundi soir. Il affronte aujourd'hui l'inquiétude des parents. On a aujourd'hui des enseignants de qualité, des enseignants qui s'adaptent. Malheureusement, il y a une crise sanitaire qui est là. On n'a pas d'autre choix que de fermer ces écoles. C'est compliqué, mais je crois que grâce à la qualité de nos écoles, de nos enseignants en règle générale, les enfants pourront rattraper ce retard. L'école sera donc fermée au moins jusqu'à mardi matin, en attendant les décisions du président de la République ce mercredi soir. L'instauration du nouveau protocole dans les écoles des Alpes-Maritimes a provoqué la fermeture d'au moins 52 classes ce lundi. Depuis, le rectorat ne souhaite plus communiquer sur les chiffres dans le département. Alors le rectorat ne communique pas, mais selon nos informations, il y aurait plus d'une centaine de classes fermées dans les Alpes-Maritimes en raison de ce protocole Covid renforcé. On va inévitablement se retrouver face à ce genre de situation si d'aventure on ferme les écoles dans le pays ou dans notre région. Oui, vous voyez, je pense que ce sujet illustre à merveille la situation dans laquelle est le système éducatif français, et notamment dans les Alpes-Maritimes, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez 2 cas possibles. Vous avez des écoles qui ferment purement et simplement, et puis vous avez des écoles qui restent ouvertes, mais avec un nombre de classes qui, elles, ferment et ne cessent de grandir. Donc maintenir ouvert des écoles alors que les classes ne cessent de fermer, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça que cette mesure peut-être de 4 semaines de fermeture des écoles serait peut-être la meilleure à prendre, parce que dans tous les cas de figure, il y a de moins en moins d'élèves en ce moment avec ce nouveau protocole sanitaire qui sont en classe. Et je rectifie, c'est le SNES FSU
qui est pour la fermeture des écoles, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, et pas le SNES-FSU, le SNUIPP qui est pour et pas la fermeture, FSU. et pas la FSU. Bon, vous l'aurez compris. Donc du coup, on n'a pas réussi à mettre d'accord la députée Emmanuelle Trigot ce soir. Autre personnalité qui n'est pas forcément pour la fermeture des écoles, c'est même plutôt le contraire. Véronique Mondin, qui est infectiologue au CHU de Nice, elle est carrément contre donc, et contre le confinement également. C'est ce qu'elle nous a dit dans un entretien réalisé en milieu d'après-midi. Je vous propose de l'écouter et puis je suis curieux d'avoir votre avis, mon cher Eric, là-dessus. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a débattu au début de ce grand direct sur la perspective de fermer les écoles. Est-ce que pour vous, en tant qu'infectiologue, ça paraît être une bonne mesure, cette fermeture stricte ? Écoutez, moi je me base sur des données qui remontent des laboratoires qui font les tests dans les écoles et qui m'ont dit hier que finalement l'incidence dans des petites classes était de 0,5%. Il me semble que c'est vraiment faible, en tout cas c'est quasiment 10 fois moins que chez les adultes. Donc ça ne me paraît pas très rationnel de fermer les écoles, ça ne me paraît pas forcément une bonne chose. Après, plus on avance en âge et vers les adolescents, plus on sait que peut-être le portage va être un peu plus important, mais clairement pour les petits, non, je crois que c'est pas une bonne piste. Donc vous pensez qu'il faudrait au moins laisser ouvertes les écoles primaires ? Oui, tout à fait, au minimum. Donc pour vous, les écoles ne sont pas des foyers infectieux. C'est une théorie qui circule aussi alors chez les élus, chez certains professionnels de santé aussi. Oui, ce n'est pas une question de « est-ce que je crois ?» C'est une question que les laboratoires qui font des tests dans les écoles, donc c'est factuel, puisqu'il y a eu chez nous des études qui ont été faites justement pour comprendre ce qui se passait, elles disent eh bien, il y a 0,5 à 1% des enfants qui sont contaminés. Donc je pose la question aux grands épidémiologistes dont je ne suis pas, ça fait donc 10 fois moins que chez les adultes. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des foyers à l'origine de la circulation virale ? Je ne le pense pas. Donc, si le président annonce la fermeture des écoles, pour vous, il ferait fausse route. Est-ce que vous préféreriez un confinement très strict qui ressemblerait à celui que nous avons vécu il y a 1 an maintenant ? Je me demande si c'est encore véritablement pertinent. Bien évidemment qu'on est dans cette problématique. L'Île-de-France, je ne vais pas me baser sur ce qui se passe en Île-de-France, je vais me baser sur ce qui se passe chez nous. On est dans une problématique où tout est tendu, mais qu'on a quand même réussi à adapter grâce à beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part de tous les établissements de santé. Je crois qu'on est en train de voir un petit frémissement de diminution des entrées à l'hôpital. Alors c'est très fluctuant, hein. On a eu une baisse du taux d'incidence la semaine dernière, là elle remonte. Mais dans nos services hospitaliers, on a une petite baisse qui remonte un peu, puis qui redescend. Bon, on a quand même l'impression que peut-être il y a une certaine stabilisation et en même temps la vaccination arrive. Bien évidemment, pas assez encore implantée, pas assez importante, plein de choses à dire là-dessus, mais peut-être qu'on est quand même dans une phase où est-il encore besoin de tout bloquer, surtout qu'on sait très bien que les Français ne sont pas très doués pour les véritables confinements. Voilà, je me pose la question. Je crois que c'est des décisions très difficiles à prendre. J'aimerais pas être président de la République, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure piste aujourd'hui à privilégier. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas. Il y a du télétravail qui n'est pas fait, qui pourrait être fait. Il y a des tas de gens qui ne sont pas encore très rigoureux sur la façon de porter le masque. Donc c'est plutôt là qu'on doit continuer à faire des efforts que diminuer encore notre niveau de liberté. Donc du coup, on a compris le message. Pour vous, le confinement, c'est pas la solution. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Quid de la vaccination ? Est-ce que aujourd'hui, ce sera ma dernière question, au CHU, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, on sent la campagne s'accélérer. L'ARS dit la semaine dernière, nous avions comme volonté de vacciner 100 000 personnes. Il faut augmenter cette vaccination. Moi, j'ai regardé les chiffres de l'ARS hier et qui dit qu'en région PACA, il y a 30% des plus de 80 ans qui sont vaccinés. Il y a 19% des 74 à 79 ans qui sont vaccinés, donc c'est vraiment pas terrible. Il y a 12% des 70-74 qui sont vaccinés. Donc on a un énorme progrès, un énorme challenge à faire. Donc bien évidemment, on n'est pas encore à l'optimum de cette vaccination. Il faut vraiment
je dirais, aller dans ce sens de la vaccination de façon très importante. Au niveau du CHU, il y a un centre de vaccination qui fonctionne à plein temps. On est à 150 vaccinations par jour à peu près. Bien sûr, c'est qu'une goutte d'eau. Il faut que tous les centres de vaccination soient opérationnels et fonctionnent, j'allais presque envie de dire jour et nuit, en tout cas week-end compris, pour qu'on augmente le niveau d'immunité. Vous savez qu'on doit avoir 60% de gens vaccinés afin de se sentir un petit peu tranquille et on en est très très loin. Merci beaucoup, docteur Véronique Mondin, pour toutes ces précisions ce soir sur les antennes d'Azur TV. Merci à vous. Voilà toute l'équation à résoudre pour le président Macron, des voix qui sont pour, des voix qui sont contre, y compris dans la communauté scientifique. Les chiffres, en attendant, ils sont toujours inquiétants. En région sud, 474 de taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes pour une tension hospitalière de 143%. Les Bouches-du-Rhône ont rattrapé les Alpes-Maritimes sur le taux d'incidence, 474 cas pour 100 000 habitants, 104 de tension hospitalière, et pour le Var, 449 de taux d'incidence et 115% de tension hospitalière depuis une semaine. Les chiffres ne font que croître. Oui, ils ne font que croître, donc on va voir les annonces du président de la République, mais si c'est un confinement hybride type ce que nous vivions depuis plus de 2 semaines dans les Alpes-Maritimes, avec ce couvre-feu à 19h et l'obligation de rester dans un rayon de 10 km, on peut se demander si ce type de confinement portera ses fruits et permettra de faire baisser le taux d'incidence, puisque pour l'instant, il se passe exactement le contraire dans les Alpes-Maritimes, c'est-à-dire qu'après une baisse la première semaine, on voit bien que le taux d'incidence est en train de remonter. Alors là, justement, comment doit réfléchir et travailler Emmanuel Macron ? Est-ce que non, mais je me pose la question de la façon dont la décision peut être prise, qui il consulte, qui il écoute, parce qu'in fine, c'est à lui qu'on reprochera d'avoir pris ou pas pris telle ou telle décision. Oui, mais alors, si vous voulez, il y a la position politique du président de la République qui est complexe, mais on ne peut pas lui faire à l'envers le reproche qu'on lui faisait il y a un an, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a un an, on expliquait que les scientifiques avaient trop voix au chapitre, qu'ils en imposaient au pouvoir élu démocratiquement, et aujourd'hui on va peut-être lui reprocher de ne pas avoir écouté suffisamment les scientifiques qui disaient qu'en mars on vivrait une envolée de l'épidémie. Donc il faut savoir. Maintenant il y a aussi la façon dont il va s'exprimer, on verra ça tout à l'heure, et la façon dont il va justifier ou pas le fait qu'il avait expliqué le 29 janvier dernier qu'il n'y aurait sans doute pas de reconfinement et qu'il cherchait une troisième voie. Alors va-t-il s'enferrer dans cette idée de troisième voie avec ce type de confinement hybride instauré sur l'ensemble du pays? C'est une question qu'on peut se poser, mais in fine, ce qu'on veut, c'est l'efficacité des mesures prises au plus haut niveau pour faire baisser ce taux d'incidence, en attendant évidemment que la vaccination prenne son envol, parce que si on ne met pas en place des mesures pour gagner du temps, on sait qu'on manque de doses, qu'on n'arrive pas à vacciner à un rythme suffisamment important. Si on ne gagne pas de temps, l'épidémie va gonfler et on ne vaccinera pas assez vite. On a les chiffres de la vaccination mis à jour au 29 mars par l'Agence régionale de santé. Donc sur 5 millions d'habitants en région sud, 673 658 très exactement ont reçu leur première dose et 234 036 la seconde dose. Je vous laisse découvrir le détail dans les départements. Mais voilà, il reste encore une très très large majorité d'habitants de notre région à vacciner, même si la semaine passée, 100 000 injections ont été réalisées. Comme tous les mercredis soirs, Patrick Roger est avec nous, le directeur de la rédaction de Sud Radio. Vous aurez beaucoup de choses à dire demain matin dans votre matinale aux côtés de Cécile de Minibus. Et peut-être évoquerez-vous le pari perdu d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'il a perdu d'ores et déjà son pari ? Il a perdu en quelque sorte quand même un premier pari parce qu'il avait pris un risque, c'était de ne pas reconfiner. Souvenez-vous, lors du 29 janvier, il avait laissé entendre qu'il y avait un trou de souris et qu'il fallait essayer de passer dans ce trou de souris pour éviter de reconfiner totalement. On a quand même reconfiné avec de l'hybride, ce que disait Eric tout à l'heure. On est allé sur cette formule. Ça n'a pas empêché la propagation du virus. On a laissé les écoles ouvertes. Et il y a eu une pression des médecins notamment des hôpitaux, la médecine hospitalière, qui disait « Attention, si on ne fait rien… » C'est à partir du mois de mars, mi-mars, qu'on aura une tension dans les hôpitaux. Certains ont dit oui, c'est du chantage. Ce n'était pas que du chantage, puisque c'était des études épidémiologistes qui laissaient entendre qu'avec le variant britannique, s'il n'y avait pas eu le variant britannique,
évidemment, les choses auraient probablement changé avec le taux de vaccination qui commençait à être de plus en plus important à partir de mi-janvier, fin janvier. Mais il y a eu quand même du retard. Il y a eu ce variant britannique. On a vu ce qui s'était passé en Grande-Bretagne. Avec ce variant, les chiffres avaient explosé aussi de la contamination. Il y avait eu un pic de mortalité au mois de janvier. Bref, Emmanuel Macron, face à ce dilemme aussi qui était difficile, c'est-à-dire prendre des mesures assez radicales pour fermer, c'était aussi mettre en péril une nouvelle fois l'économie qui était déjà fortement affectée. Et il s'était engagé à essayer de continuer quand même de faire vivre notre économie, parce qu'on sait qu'il y a des crises derrière qui arrivent, économiques et sociales bien sûr, et en se disant on va essayer de tenir, si ça peut tenir, on passera, on évitera, et chaque jour de gagner, chaque jour est en tout cas un jour de gagner sur mais les... Patrick, le problème, si j'osais cette image, c'est que le trou de souris par lequel voulait passer le président de la République et faire passer le pays pour éviter de reconfiner strictement, c'est que ce trou de souris est devenu encore plus réduit, et c'est maintenant le chat de l'aiguille, si j'ose dire, entre la souris et le chat. Donc ça veut dire qu'il n'a plus tellement le choix, il n'a plus tellement de cartes dans son jeu, là. Oui, mais comme le disait très bien votre infectiologue il y a quelques minutes, fermer les écoles, ça ne va pas forcément être la solution miracle. Certes, ça diminue un petit peu la propagation, notamment auprès des collégiens, mais encore une fois, on voit dans ce cadre-là et dans cet exemple, toute la bureaucratie et la difficulté d'organisation que l'on a aujourd'hui en France. On a beaucoup de difficultés à s'organiser. On aurait pu quand même depuis quelque temps essayer de s'organiser pour diminuer la jauge dans les collèges, faire un petit peu la même chose que dans les lycées où les demi-classes. Les cours. On aurait pu le faire dans les collèges. On sait que dans le primaire, en revanche, il y a quand même un taux de contamination qui est moins élevé, y compris chez les enseignants. Donc là, on pouvait prendre en fait un certain nombre de mesures et puis probablement accélérer aussi la vaccination. Alors vous allez me dire, on manquait de doses, et c'est vrai, on manquait de doses, et on avait fait un choix qui était d'aller vacciner les plus fragiles, les plus de 70 ans, les plus de 75 ans, de les mettre à l'abri à travers la vaccination. Mais en revanche, le personnel qui, lui, est en contact, est en première ligne, que ce soit les enseignants, mais aussi beaucoup d'autres, dans des métiers qui sont indispensables pour faire tourner notre économie, eh bien, eux n'ont pas encore été vaccinés, et il faut attendre, et on perd du temps. Alors, je pense que quand même, Emmanuel Macron, ce soir, vous le connaissez dans sa communication, il tente toujours d'être très habile, et il va donner un petit peu de perspective. Il va dire que, voilà, finalement, ce n'est pas un reconfinement total, qu'en revanche, dans tous les départements, il faut faire des efforts parce que sinon, le virus va se propager de nouveau et mettre à l'arrêt une nouvelle fois le pays. Donc, on va aller vers du confinement hybride, on va aller vers des fermetures d'écoles qu'il va habiller en disant que ce sont des vacances scolaires qui vont être un petit peu prolongées, allongées, quoi qu'il en soit, pour pouvoir tenir dans les hôpitaux, et ensuite de se donner de la perspective avec la vaccination qui est en route et l'arrivée du Johnson, l'arrivée du Pfizer, en fait, avec des doses un petit peu plus conséquentes dans les semaines qui viennent, et la possibilité de ralentir tout ça pour le mois de mai-juin, en se disant que ça ira mieux cet été. Voilà, c'est son deuxième pari qu'il fera probablement ce soir. Merci beaucoup Patrick Roger, éditorialiste du Grand Direct, directeur de la rédaction de Sud Radio. Demain, on commande de la matinale en compagnie de Cécile de Minibus. Il est quasiment 19h. Dans une heure, donc, Emmanuel Macron livrera le verdict. Avec cette question aussi qui va se poser. Alors, les écoles, on en a parlé. Vont-elles fermer? Réponse avec le président de la République. Et est-ce que le Var et les Bouches-du-Rhône vont basculer en confinement? Un confinement hybride, comme ce qui se passe actuellement dans les Alpes-Maritimes. En tout cas, dans les Bouches-du-Rhône, on s'y prépare, à Aix notamment. Et vous allez le voir, les commerçants, eux, sont très inquiets. Sur le cours Mirabeau, le temps est au beau fixe, le moral beaucoup moins. Alors que la situation sanitaire empire, Emmanuel Macron doit s'exprimer en début de soirée. D'ores et déjà, les Aixois sont résignés, ils s'attendent à un nouveau tour de vis. Il faut qu'on soit réaliste, si on ne confine pas maintenant, de toute façon on va avoir des petites mesures comme ça pendant 2 ans, ça sera à mon avis pire que de s'arrêter un mois entier d'un coup. En Chine, ils ont reconfiné et maintenant ils s'en sont sortis. Le gouvernement aurait dû prendre ses décisions bien avant. J'ai l'impression qu'on navigue à vue, il n'y a pas vraiment de stratégie, il y a des annonces qui sont faites un mois et un mois après on rechange, donc voilà, je trouve que la communication en tout cas elle est vraiment déficiente à ce niveau-là. Plusieurs scénarios sont envisagés par le gouvernement pour endiguer cette 3e vague. Un statu quo, des écoles closes ou un confinement strict.
Il imposerait par exemple la fermeture des boutiques. Ce serait la 3e fois en un an. Je me sens comme une personne qui est punie. Voilà, alors que nous, les commerçants, on respecte les gestes barrières, on respecte absolument tout. Je n'ai pas l'impression que c'est chez moi qu'on vient se contaminer. Alors que la nouvelle saison débute, cette commerçante est amère. Les restrictions arrivent beaucoup trop tard selon elle. Nawal pointe du doigt la mauvaise stratégie du gouvernement. Février aurait été mieux, en tout cas, qu'avril. C'est-à-dire qu'on sort de Noël, il y a les vacances, les journées sont très courtes. C'est un mois qui est très faible économiquement pour les entreprises en général. Donc oui, février, nous, on aurait pu facilement accepter, on aurait trouvé ça dans la logique. Dans les Bouches-du-Rhône, les indicateurs sanitaires sont mauvais. Le taux d'incidence grimpe à 476. C'est le plus élevé de la région sud. Le taux d'incidence qui est passé devant celui des Alpes-Maritimes selon les chiffres de l'ARS cités par Manon Mujica. Nous sommes en ligne avec Daniel Gagnon qui est maire de Cornillon-Confou, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes aussi vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence. On a entendu la résignation parfois et l'inquiétude pour les commerçants des Bucco-Rhodaniens. Quelle est votre position sur la question? Est-ce que vous pensez qu'il faut reconfiner maintenant pour sauver l'été, par exemple? Non, pas du tout. Il faut pas du tout. Il ne faut pas reconfiner. Donc c'est un non catégorique pour vous. Si ce soir, le président Macron annonce ne serait-ce qu'un confinement hybride, eh bien, ce sera une très mauvaise nouvelle. Ça sera une très mauvaise nouvelle. Et ça sera encore un alternement et encore une décision à l'emporte-pièce suite à la pression de la PHP, quoi. Et on a l'impression que dans ce pays, c'est l'hôpital public qui gouverne. Ouais, mais dans une crise sanitaire, c'est peut-être logique d'écouter les scientifiques. Oui, sauf que cela fait 1 an qu'on court après des places en réanimation, à travers des formations qui devaient être effectuées cet été pour avoir des renforts de personnel qui n'ont pas été faits. Donc aujourd'hui, le problème de la France, c'est la capacité hôtelière. L'économie s'effondre, les gens n'en peuvent plus, nos concitoyens viennent pour nous dire que donc ils sont complètement saturés, terrorisés, ils ne savent plus quoi faire. Donc nous avons une crise économique et sociale qui va être extrêmement dure. Et on continue toujours à écouter la PHP qui crie au loup chaque fois que donc elle arrive dans un niveau de saturation. Pourquoi? Parce que on n'a encore pas anticipé, alors qu'on devait créer cet été, ça avait été annoncé, on devait créer des places supplémentaires. On ne les a pas créées. Voilà. Donc on se retrouve avec 5000 places de réanimation alors qu'il en faudrait le double. Oui, le constat est sans doute juste, monsieur le maire, mais vous ne pouvez pas nier que la tension hospitalière est forte, qu'on a des problèmes aujourd'hui pour accueillir les plus malades de cette crise sanitaire. Donc en attendant, vous préconisez quoi? Vous préconisez de laisser la tension hospitalière atteindre un point de non-retour? D'abord qu'on nous laisse vacciner. Voilà, qu'on nous donne les doses nécessaires et qu'on nous laisse vacciner. Aujourd'hui, il y a une telle inertie que, donc, au niveau de. Nous avons monté un centre de vaccination avec 4 collectivités, 4 communes, les communes de Miramas, de Grance et Saint-Chaval de Cornillon-Confous. Donc, nous arrivons à peu près à vacciner à peu près 500 personnes par jour. Et donc, on vaccine aujourd'hui, aux grandes dames, peut-être des pouvoirs publics, on vaccine tous les gens qui se présentent. Mais Daniel Gagnon, vous parliez de la PHP tout à l'heure, ces hôpitaux parisiens, on est d'accord. À la PHM, nombreux sont les professeurs, les infectiologues et les médecins aussi à tirer la sonnette d'alarme. Donc là, à partir du moment où on n'a pas ouvert les lits et que la vaccination n'accélère pas aussi vite qu'on le souhaiterait, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option finalement? D'abord, qu'il y ait une coordination, une vraie coordination entre le public et le privé, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements concernés par l'épidémie, enfin, par des taux importants. Ce n'est pas du tout le cas. Je sais de quoi vous parle dans mon département, entre autres. Ce qui nous permet. Il faut apprendre. Je crois que il faut commencer à comprendre qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus. Si on n'apprend pas à vivre avec ce virus, on ne s'en relèvera pas. Donc aujourd'hui, il faut absolument pas bloquer l'économie. Il faut que les gens puissent continuer à vivre.
et puis continuer à vacciner à outrance, quoi, à outrance. Ne pas arrêter, là, aujourd'hui, bon, nous avons des doses, là, enfin, si on respecte, on ne peut pas vacciner en dessous de 70 ans. Non, mais c'est n'importe quoi, quoi. Je veux dire, donc, chaque fois, il faut demander des autorisations qui n'arrivent pas. Donc, ça devient infernal, quoi. On est en train de sombrer de cette inefficacité typique à la France, administrative, quoi. Nous avons des administratifs qui nous bloquent de partout. Bloquent pour les masques, qui nous ont bloqués pour les masques, qui nous bloquent pour les tests, etc., etc., quoi. Merci beaucoup en tout cas, Daniel Gagnon. On a entendu votre colère ce soir sur les antennes d'Azur TV, maire de Cornillon-Confoux, vice-président de la métropole ex-Marseille-Provence. Et vous serez, j'imagine, devant votre télé à 20h pour écouter le président Macron. Éric, c'est plus une colère contre l'administration, la lenteur et l'inertie finalement depuis un an que contre la PHM ou la PHP. La PHM, bon, elle ne peut pas décider toute seule d'ouvrir des lits de réanimation. L'ARS qui a d'ailleurs décidé que 50 lits supplémentaires seraient ouverts sur toute la région dans la semaine qui arrive. Mais quand on écoute tous ces témoignages, Nicolas, de responsables politiques, de maires ou de personnel soignant, on voit bien que malheureusement la France cumule un double handicap. Il y a la bureaucratie européenne qui a freiné les achats de vaccins, on le voit bien, parce qu'on manque de doses en France comme dans d'autres pays, mais nous en plus on cumule une bureaucratie de notre système de santé qu'a très bien, je pense, décrit Daniel Gagnon. Et ce cumul fait qu'on est dans la situation aussi dans laquelle on est. Et ça, c'est même pas un problème du pouvoir exécutif. C'est deux données majeures, celle du freinage des vaccins avec une bureaucratie européenne terrible. Les administrations à qui il faut demander, ce que disait le maire à l'instant, des autorisations pour pouvoir vacciner. Mais ce que je note, c'est qu'il y a de plus en plus de maires dans notre région, David Lisnard en tête, qui ont décidé de vacciner sans tenir compte de l'âge. C'est-à-dire que dès l'instant où ils ont leur quota de doses et qu'ils estiment que les populations les plus fragiles ont déjà été vaccinées, eh bien ils vaccinent des gens de 50 et de 60 ans. Et c'est quand même ça c'est quand même une révolte contre le pouvoir central de Paris dans cette campagne de vaccination. Et je vais vous livrer d'ailleurs une information Azur TV, a priori dans les Alpes-Maritimes. Alors on taira le nom de la commune, mais on propose déjà des vaccinations aux enseignants. Des enseignants ont été appelés pour être vaccinés. Donc là, dans cette campagne, a priori, ça devait débuter qu'au mois d'avril. Alors on va rester sur cette thématique des élus parce qu'on a entendu la colère de Daniel Gagnon, mais tous ne sont pas sur cette ligne, notamment dans le Var. Vous allez entendre Hubert Falco, le maire de Toulon, qui lui demande des mesures strictes dès maintenant. Plus d'un an après les premières mesures prises pour lutter contre la Covid-19, les élus locaux sont suspendus aux nouvelles annonces d'Emmanuel Macron. Dans le Var, les maires sont nombreux à se préparer au confinement. À Toulon, Hubert Falco, qui est aussi président de la métropole TPM, attend et même demande des mesures strictes. Je pense que si on fait pendant quelques semaines, 2-3 semaines, un confinement strict, avec fermeture des écoles, il faut, parce que je le vois, tous les jours, on ferme des classes à Toulon comme ailleurs d'ailleurs, et surtout si on vaccine, si on a des doses pour vacciner, parce que ce n'est pas nous les maires qui vaccinons, nous on a la volonté de vacciner le plus grand nombre, il nous faut des doses. Si pendant ces 3 semaines, on respecte les gestes barrières, on respecte un confinement assez strict et on vaccine à outrance, on aura un été normal, parce que ce qu'il faut retrouver, c'est la normalité. Pour le maire du Revest, le confinement ne serait pas forcément une mauvaise idée. Ange Musso s'inquiète néanmoins pour les jeunes. Il préconise donc un confinement des personnes vulnérables, même s'il s'attend à ce que la mesure concerne tout le monde. Moi, je suis plutôt favorable à confiner les personnes qui sont à risque et à laisser travailler les personnes qui peuvent travailler, qui ont besoin de travailler. La France a besoin que l'on travaille et en même temps, surtout, que les jeunes puissent ne pas être sacrifiés. Voilà, c'est ce qui me fait peur. Maintenant, si les chiffres qui sont en possession du président, si ces chiffres font qu'il faut confiner, il faut confiner. Mais confiner toute la France, comme en mars l'année dernière, pas des demi-mesures. Être au milieu du gué, ça n'amène à rien. Beaucoup d'élus varois s'attendent donc à un vrai tour de vis, avec comme arrière-pensée l'objectif de sauver la saison estivale.
Alors on va poser la question à Bertrand Gaziglia dans les Alpes-Maritimes, le maire de Tourette-Levens, dans quelques instants. Mais une question, Éric. Si on prend la décision de fermer les écoles, ça veut dire que, d'une certaine façon, on confine les enfants. C'est ça, peu ou prou. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec les populations à risque, les seniors ? Alors ça, c'est un sujet qui est sur la table depuis le début de l'épidémie. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux seniors c'est ce que veut le maire fragiles, de Brest, en fait. Oui, bien sûr. Bon, la mesure avait été écartée pour des motifs, je pense, juridiques, de limite d'âge. Bon, voilà. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que on a entendu Hubert Falco, qui est sur une ligne extrêmement dure, mais Christian Estrosi, le maire de Nice, à l'AFP, je crois, a déclaré tout à l'heure qu'il réclamait lui aussi de son côté un confinement dur, efficace et court. Ce sont les termes du maire de Nice. Ça veut dire que, paradoxalement, si le président de la République n'annonçait que des confinements hybrides, c'est-à-dire beaucoup plus légers qu'un confinement strict, peut-être que ces maires seraient déçus. En tout cas, on entend de plus en plus de maires, de responsables de collectivités locales en appeler, réclamer un confinement strict des populations qui, pour eux, est la seule solution d'enrayer avant l'été cette épidémie. Bonsoir Bertrand Gaziglia, maire Les Républicains de Tourette-Levens dans les Alpes-Maritimes. Alors qu'en pensez-vous, vous, de votre côté ? Parce que vous n'étiez pas un fervent défenseur du confinement le week-end, ni du confinement allégé dans les Alpes-Maritimes. Alors est-ce que vous pensez que là, ça y est, il faut mettre le tour de vis définitif pour en sortir le plus vite possible ? On voit bien qu'on avait une espèce de confinement qui est en réalité un faux confinement, parce que l'État ne s'est jamais donné les moyens de faire respecter les règles qu'il a édictées. On parle par exemple de fermeture des frontières hors Union européenne. Je pense que tout le monde est conscient qu'aujourd'hui ces frontières ne sont pas fermées, ou en tout cas il y a des contrôles qui sont absents. Donc on a un État une fois de plus qui est défaillant pour faire respecter les règles que lui-même il a édictées. La seule solution aujourd'hui qui reste, parce que c'est un échec quand même pour ce gouvernement, la seule solution qui reste, c'est de fermer les écoles. Parce que si on ferme les écoles, ça veut dire que les parents ne pourront plus travailler et donc seront quelque part contraints de rester chez eux. J'ai vu qu'il y avait des débats sans fin pour savoir si les enfants étaient ou non des sources de transmission de la maladie. Ce qu'on sait, c'est que si les écoles ferment, eh bien voilà, les parents ne circuleront plus, les parents ne pourront plus travailler autrement qu'en télétravail, et donc il y aura automatiquement des effets positifs sur la santé. Mais je regrette fortement surtout les retards considérables qu'on a pris en France, qu'on a pris dans l'Union européenne en matière de vaccins. On continue à vacciner de manière beaucoup trop faible par rapport à l'Angleterre. Je ne parle même pas d'Israël, mais par rapport à l'Angleterre, on vaccine de manière beaucoup trop lente. Et ça, c'est un échec terrible pour la France, un échec terrible pour l'Union européenne. C'est vrai, monsieur le maire, que la collusion des images entre une Grande-Bretagne qui est en train de réouvrir ses pubs et ses restaurants et la France qui réfléchit à un confinement, cette image, ce télescopage d'images est absolument catastrophique pour nous. Oui, il est terrible parce que, bon, autant on peut comprendre, Israël, c'est un petit pays avec peu de population, avec un territoire très restreint, mais l'Angleterre, voilà, c'est un pays à l'image de la France. Et donc là, on est un peu incrédule quand on voit ces Anglais qui sont dans une situation pourtant extrêmement difficile à Noël et en janvier, eh bien, qui par un effort national sans précédent, une fois de plus d'ailleurs, les Anglais nous montrent l'exemple, eh bien, ils ont réussi à vacciner une part beaucoup plus importante. Mais tout de même, avec une différence majeure, c'est que la Grande-Bretagne a un laboratoire qui a produit et qui a mis au point un vaccin, en servant en premier, souveraineté nationale oblige, son pays d'origine. Là aussi, c'est un échec terrible pour l'Europe de l'industrie. Alors, on fabrique des Airbus, mais malheureusement, ils ne peuvent plus voler parce qu'il n'y a plus de transport aérien. On a échoué, et la France en particulier, on était le pays de Pasteur, on était le pays qui a fait faire au monde des avancées considérables, et là, on est confronté à une triste réalité. Malheureusement, c'est un petit peu la même réalité que celle qu'on a connue au mois de mars, avril, mai dernier, lorsqu'on n'avait pas de masque, plus de masques, et qu'on s'est rendu compte qu'on était en plus incapable
de produire ces produits de première nécessité. Mais j'en reviens à ma question initiale, Bertrand Gaziglia. Dans les Alpes-Maritimes, on est depuis le début de la semaine dans un confinement hybride. Eric en a rappelé les conditions tout à l'heure. Mais votre position, c'est quoi, vu que les chiffres repartent à la hausse? Est-ce que pour endiguer, là, dans l'urgence, on confine strictement? Je pense que la seule solution, à mon avis, qui aura des effets, c'est de fermer les écoles. On a quasiment eu toutes les étapes. On a le confinement à 19h le soir. On a les bars et les restaurants fermés. On a les déplacements quand même fortement limités. Qu'est-ce qui reste? Les écoles. Voilà, parce qu'on voit bien que de toute façon, on nous a quand même encouragés à sortir. Et on sait maintenant, contrairement au mois de mars, avril, on sait qu'en extérieur, la maladie se transmet beaucoup plus difficilement qu'en intérieur. Donc voilà, la seule étape qui reste et qui sera applicable réellement, c'est les écoles. Je pense que tout le reste, le confinement strict, c'est du baratin parce que ça ne sera pas contrôlé, ça ne sera pas contrôlable. Et il y aura de toute façon des dérogations qui seront nécessaires pour que les gens aillent travailler, pour que les gens aillent consommer, pour que les gens aillent respirer l'air tout simplement dehors. Par contre, voilà, si on ferme les écoles, eh bien là, on va casser effectivement cette dynamique, sauf qu'on va la casser beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Une dernière chose, tout à l'heure, le docteur Mondin nous disait que, infectiologue en CHU Nice, vous la connaissez, nous disait qu'elle n'était pas spécialement pour, même carrément contre, une fermeture des écoles parce que selon elle, il y a peu de cas. Vous, sur la commune, ça se passe comment concrètement, Bertrand Gaziglia? Sur ma commune, puisque désormais les écoles ferment dès l'apparition du premier cas, nous avons, à l'heure où je vous parle, 2 classes fermées sur une trentaine de classes. Voilà, donc il y a quand même des classes qui ferment, mais effectivement, il suffit d'un cas de Covid. Merci beaucoup, Bertrand Gaziglia, maire LR de Tourette-Levins, d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Je vais vous montrer, mon cher Eric, un petit reportage, un petit sujet sur les élections régionales. Alors, on va voir comment ça se passe dans les Bouches-du-Rhône, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut prendre une décision ce soir sur le report des régionales et des départementales, ou, a priori, ce serait malvenu d'en parler Non. Je vais vous donner mon sentiment, peut-être que je serai désavoué dans quelques minutes, mais je ne pense pas que le chef de l'État va mêler la politique sanitaire de lutte contre l'épidémie à des arguments politiciens ou d'élections. En revanche, vous avez sans doute noté que Jean Castex s'exprimera demain devant l'Assemblée nationale avec un débat puis un vote, et là, en revanche, je mettrai bien un petit billet d'une annonce de Jean Castex demandant à l'Assemblée nationale de se prononcer éventuellement sur le report des élections régionales ou départementales. Si ça doit se faire, je pense que c'est plutôt le Premier ministre qui proposerait cette mesure à l'Assemblée nationale demain. Vous voyez, je prends beaucoup de risques, mais je ne pense pas que le chef de l'État va mélanger la lutte contre la Covid et les élections à venir. Alors, on va... Regardez le reportage de Valentin Rodriguez, parce que dans les Bouches-du-Rhône, les élus locaux ne sont pas tous d'accord, notamment Renaud Muselier, le président de la région, et Martine Vassal, la présidente du département, pourtant tous les deux membres du parti Les Républicains. Les élections régionales et départementales auront-elles lieu? Initialement prévues en mars dernier, elles ont déjà été décalées au 13 et 20 juin prochains en raison de la pandémie. La tenue du scrutin est remise en cause par l'aggravation de la situation sanitaire en France. Chez les Provençaux, les avis sont partagés. Je vois pas l'intérêt en fait. Je préfère qu'ils reportent pour que les gens soient sûrs de ce qu'ils vont voter, ce qu'ils vont réfléchir avec tout ce qui se passe, voir le changement ou pas. Et puis là, intervenir ou voter, comme vous dites. Moi, je suis pour, à condition de prendre les précautions. Comme dans les grandes surfaces, le masque, le gel hydroalcoolique, éventuellement même des gants pour ceux qui ont peur d'attraper quelque chose. Mais on peut très bien aller voter. Si ça continue comme ça, je suis un peu contre d'aller me frotter à des choses que je peux éviter. Même constat du côté des élus locaux, tous n'ont pas le même avis sur la question. Je constate que M. Bussereau, qui est président des départements de France, a demandé le maintien des élections. Moi, je suis d'une position un peu partagée, en fait. Je pense qu'il faut voter. Mais en même temps, comment voter si pendant 2 mois on est confiné, quoi. Donc j'attends la décision du président de la République sur la base de l'état sanitaire pour savoir si on peut faire tout ça en pleine sécurité. La position de Martine Vassal, présidente du département, est plus tranchée. L'élu souhaite le report des élections.
Comme 71% des Français, je suis persuadée qu'il est nécessaire de repousser la tenue des élections départementales et régionales. Ce n'est pas le moment. Sur les réseaux sociaux, l'élu Les Républicains a justifié son choix. Le temps n'est ni à la stratégie électorale, ni à la joute politique. Les électeurs doivent pouvoir se prononcer en toute sérénité. La priorité, c'est d'accélérer la vaccination pour freiner le virus. Le calendrier électoral n'existe plus quand la priorité est de sauver des vies. En cas de maintien des élections en juin prochain, le Conseil scientifique encourage les moyens dématérialisés ou encore la présence de personnes vaccinées pour la tenue des bureaux de vote. La décision finale d'un nouveau report a été renvoyée à l'exécutif, a annoncé ce lundi le Conseil scientifique. Voilà, c'est donc l'exécutif qui devra trancher. Éric, donc vous l'avez dit, vous pensez que ça reviendra plutôt à Jean Castex, et il est peut-être un peu tôt. Oui, ma pensée n'a pas beaucoup d'importance, mais je pense qu'on ne va pas mélanger les gens. Mais deux choses quand même sur ce qu'on vient d'entendre. La première chose, c'est le pas de côté du Conseil scientifique qui renvoie à l'exécutif la décision d'annuler ou pas les élections départementales et régionales. C'est intéressant parce que dans le bras de fer qui oppose le couple exécutif et le président de la République aux scientifiques, les scientifiques ont eu l'impression, à tort ou à raison, mais plutôt à raison, qu'ils n'ont pas été écoutés par le président de la République. Donc ils renvoient un peu la balle en disant écoutez, si vous ne nous écoutez pas, ne nous demandez pas notre avis sur le report des régionales ou départementales, décidez vous-même. Et puis deuxième chose intéressante, c'est ce que disait Renaud Muselier, Dominique Bussereau, le président de l'association des départements de France, disait tout à l'heure, et ça peut surprendre aussi, qu'ils n'ont pas été consultés, en tout cas les départements de France, nos départements, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône, pour s'associer ou pas aux décisions qui vont être annoncées. Donc on avait parlé de mesures territorialisées, de donner plus de poids aux élus locaux, notamment de la région sud. Dominique Bussereau a fait le constat exactement inverse. Guilhem Ricavi est avec nous, le directeur des rédactions du groupe La Provence. Bonsoir mon cher Guilhem. Alors, je sais que vous êtes occupé, que vous n'étiez pas forcément à l'écoute de ce grand direct dans cette première heure, mais on va vous faire un résumé. On a essayé de savoir si fermer les écoles c'était une bonne idée ou pas. Il y a les pour, il y a les contre. Même constat pour le confinement. Alors, est-ce qu'on va basculer dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône en confinement strict, en confinement partiel? La première des questions que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez des infos? Alors des infos précises, non, comme tout le monde, beaucoup de rumeurs sur cette question de l'annonce d'ici une grosse demi-heure maintenant, mais c'est vrai que la question de la fermeture des écoles est clairement sur la table. Et puis il y a effectivement cette rumeur un peu persistante d'un confinement dur qui prendrait effet très rapidement aussi. C'est en tout cas ce qui bruite, ce qui circule dans les couloirs du pouvoir en tout cas, ou des élus qui nous disent être bien informés sur ce qui va se passer d'ici 20h. Une question sur les positions des uns et des autres. On a entendu tout à l'heure Daniel Gagnon, le maire de Cornillon-Canfoux, très remonté contre l'hypothèse d'un confinement. C'est la position également de Georges Christiani, le président de l'association des maires dans les Bouches-du-Rhône. Et on a vu que dans le Var, c'est un peu la position contraire. C'est-à-dire que les maires, comme Hubert Falco, souhaitent qu'on reconfine rapidement, notamment pour sauver les Técoins. Vous expliquez cette divergence? Il y a une divergence parce que l'élu local, par principe, est souvent en prise avec les habitants de sa commune. On parle de maires de petites communes et donc ils savent très bien les difficultés rencontrées par les commerçants de leur commune qui ont du mal à travailler, et ils savent très bien qu'un confinement lourd aura des conséquences économiques dramatiques avec des fermetures de boutiques, de magasins, d'entreprises. Donc eux savent la réalité de ce qui va se passer après un confinement. Mais en même temps, ils savent sans doute aussi très bien qu'un non-confinement aura peut-être des conséquences sanitaires terribles, et je ne suis pas certain que quelqu'un ait envie aujourd'hui d'assumer plusieurs milliers de morts supplémentaires alors qu'on a déjà dépassé des niveaux très importants. Guilhem, j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit, si vous le permettez, parce que j'ai vu votre œil frisé. Ça veut dire, vous dites, j'ai pas d'infos, mais en fait, vous dites quelque chose qui va un peu à contre-courant de ce qu'on dit depuis le début de ce grand direct. Vous dites, la rumeur, c'est plutôt un confinement strict qu'un confinement hybride, type les Alpes-Maritimes. C'est plutôt cette hypothèse-là qui tiendrait la corde en ce moment? Écoutez, alors un élu dont je ne dirai pas le nom m'a envoyé il y a un petit quart d'heure un SMS avec, vous savez, à chaque fois qu'il y a des annonces de Macron, les heures qui précèdent, les journalistes reçoivent plein de textos de gens soi-disant bien informés. Alors tous ne le sont pas, mais certains sont plutôt fiables généralement, sont proches du pouvoir visiblement.
Et effectivement, c'est ce qui est détaillé dedans en disant confinement strict, fermeture des commerces non essentiels. Alors c'est qu'une rumeur, donc c'est très gênant de pouvoir la prendre comme telle, mais en tout cas, preuve qu'il y a quand même des annonces importantes qui vont être faites tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un débat parlementaire sur la question. Donc dès lors qu'on demande aux parlementaires de se prononcer sur la situation actuelle, c'est qu'il va y avoir des annonces importantes. Clairement, sinon, quand c'est une annonce des petites mesures, on se passe de passer par l'Assemblée. Et tout va très bien. Donc, et on se passe aussi une allocution du président, si vous m'autorisez cette petite impertinence, parce qu'en général, quand Emmanuel Macron vient s'exprimer depuis le début de la crise, c'est pour nous annoncer une fermeture du pays quand même, Éric et Guilhem. Exactement, oui, classiquement, il envoie un soldat en première ligne si c'est le cas, et l'affaire est réglée. Après, il faut lire aussi entre les lignes. Le porte-parole du gouvernement, aux sorties du comité réuni aujourd'hui, a clairement dit qu'il n'était pas question, que ce n'était pas une option. Je crois que c'est ces mots, le tri des patients dans les hôpitaux. Ça montre qu'on n'a pas envie que le président a dit qu'on n'irait pas dans une situation sanitaire pire. Et pour arrêter une situation sanitaire pire aujourd'hui, il y a alors certes la vaccination, si elle avait été massive ces dernières semaines, et l'autre, effectivement, c'est de limiter la circulation, puisque quand les gens ne circulent pas, eh bien le virus ne circule pas non plus. Après, il y a un faisceau d'inquiétude aussi. Vous savez, j'ai 2 filles, elles ont quitté le collège à midi, et les professeurs dans le collège leur ont dit, écoutez, on ne sait pas ce que ça va donner, mais par contre, prenez bien toutes vos affaires dans vos casiers. Ouais. On n'est pas certain que demain matin, il y aura collège. Donc, c'est que de la supputation, c'est que de la rumeur, mais si on est un peu observateur des derniers jours, comme vous l'êtes, Nicolas et Eric, on voit bien les chiffres des cas critiques sanitaires qui tangentent les 5000 cas par jour, et forcément une situation qui se complique, et puis autour de ça, on voit bien les cas qui se multiplient aussi. Mais quand on est un peu observateur comme vous l'êtes, Guilhem, notamment de la classe politique, alors je ne vais pas dire que la décision est prise, mais je rebondis sur cette hypothèse de confinement strict, ça pourrait expliquer pourquoi, par exemple, Hubert Falco à Toulon et Christian Estrosi à Nice réclament un confinement strict, court, efficace et lourd. Ben ça, vous avez raison, parce que les élus les mieux informés souvent sont les premiers à demander quelques heures auparavant ce qui va être acté, parce qu'ils diront, regardez, j'ai obtenu, et ça on le voit dans plein d'autres domaines et avec plein d'autres élus que ceux que vous venez de citer. Donc oui, c'est peut-être aussi une hypothèse réelle de se dire, bah oui, eux, on sait un petit peu vers quoi on va aller. Ce qui est certain, c'est qu'à l'heure où on parle, les préfets dans les départements savent ce qui va être dit. Là aussi, c'est bien de le dire aux téléspectateurs, mais les préfets sont informés en avant, et puis généralement, ils appellent les quelques élus qui comptent un peu pour leur donner l'information. Ouais. Ils appellent les responsables des grosses entreprises de leur territoire aussi pour les tenir au courant. Donc voilà, l'information doit, à l'heure où on parle, être connue quand même de quelques représentants de l'État dans nos départements, que ce soit les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes ou les Alpes d'Haute-Provence. En tout cas, pour l'instant, dans l'entourage de Christian Estrosi, on garde les informations parce que officiellement, on ne sait pas trop ce qui va être annoncé ce soir. Merci beaucoup, Guilhem. Écoutez, à plus tard, probablement à demain aussi, parce que maintenant, on est pendu et suspendu plutôt à aux décisions d'Emmanuel Macron. Dans un peu plus de 30 minutes maintenant, ce sera à suivre en direct sur les antennes d'Azur TV. Merci, Guilhem. La suite du programme, donc, c'est à 19h30, votre JT Région. Il sera largement question, évidemment, de ce qui vous attend à 20h, mais pas seulement. Il y aura quelques images aussi d'une grève à Comtes, par exemple, pour une cimenterie Lafarge qui va fermer, des mémoires de Jean-Claude Gaudin aussi qui sont en librairie depuis aujourd'hui. Et puis donc, on se retrouvera, nous, à 19h55 pour un petit tour de chauffe avant les annonces du président Macron. En 2 mots, Éric, pour terminer, on peut peut-être rappeler les scénarios qui sont sur la table. Oui, alors les scénarios sur la table, il y en a plusieurs. Je rajoute l'idée d'un confinement plus strict. C'est un confinement hybride type Alpes-Maritimes qui serait étendu à l'ensemble du pays, avec en plus une fermeture pour 4 semaines des écoles, une semaine de cours à distance, plus une semaine de rallonge de vacances, plus les 15 jours classiques de Pâques, ça ferait 1 mois de fermeture des écoles. D'autres hypothèses sont sur la table, confinement strict, ou aussi obligation de transférer des malades des régions les plus sous tension hospitalière vers des régions qui ont leur système hospitalier un peu plus en état. Toutes ces hypothèses sont sur la table, mais surtout, je pense qu'au-delà des contraintes forcément supplémentaires que va annoncer le chef de l'État, je pense que tous les Français, et les Français de la région sud, des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône, ont besoin aussi de
perspective, ils ont besoin d'un horizon. Alors ils n'ont pas besoin qu'on leur dise le 16 mai, vous serez de nouveau attablés dans vos restaurants, mais ils ont besoin de voir le bout du tunnel. Et je pense que l'acceptabilité des mesures que va annoncer le président de la République sera extrêmement liée à l'horizon aussi qu'il va fixer pour sortir, comme d'autres pays, de cette crise sanitaire. C'est la fin de ce grand direct première partie. On se retrouve pour notre édition spéciale donc autour de l'allocution du président Macron à 19h55. On écoutera le président et puis juste derrière tous nos invités pour réagir et décrypter les mesures qui seront prises donc en France et plus particulièrement dans notre région sud. Merci à Sébastien Liotard, Théo Sarfati, Mickaël Fernandez, Fabrice Giusto, Stéphanie Mossman et Philippe Caudet. À tout à l'heure donc sur les antennes d'Azur TV.